Puis on n'a pas le temps de réagir, donc... Et c'est parti, regardez, nous avons des invités, ils sont beaux, ils sont jeunes, globalement. Globalement, bien sûr, globalement. Jeune ici, je vois pas de bien. Eh bien bonjour, donc vous êtes la première table ronde dont la thématique est Atomium. Ah, tu veux que je fasse le même intitulé que tu as Bon, fait comme tu veux, non, bon. comme tu veux. Donc oui, on est sur... on va parler création de jeux, on va parler accompagnement de jeux. Donc est-ce que, du coup, être un studio de jeux vidéo aujourd'hui, est-ce que monter un projet de jeu, c'est quelque chose de difficile pour retitrer un petit peu? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en gros pour accompagner justement ce long processus? Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est être accompagné par des assos notamment. Par des professionnels, hein, si je puis dire. Alors on va commencer peut-être les présentations. Donc de gauche à droite, on fait ça. François Cuben, donc délégué général managing director de Push Start. On te voit tous les ans à Made in Ce France. qu'on appelle un habitué. Et c'est un pilier de comptoir finalement. Très bien. Enchanté, bienvenue. Ensuite, Betty Lenormand, donc trésorière d'Atlan Games, aussi développeuse solo. Oui, c'est ça. tout à fait. De Pixelated Yarns. Tout à fait. Très bien prononcé, merci à tous. Romain Lenoir, bonjour. Bonjour. Voilà, directeur adjoint de Capital Games. Donc voilà, quelque part, c'est un peu vous aussi derrière l'événement. Donc Ouais. là c'est la casquette discours corpo aujourd'hui. Et donc Alexandre Lefebvre, délégué général de Eastgain. Donc 4 associations dont on reviendra sur vous, sur vos travaux, donc jusqu'à dimanche, de toute façon. Push Start notamment, ça sera tout à l'heure en fin d'après-midi. Et voilà, donc l'idée, c'est de voir un petit peu votre expérience. On va parler de financement, on va parler de difficultés aussi, parce que malheureusement, ça fait partie des choses. Par qui on commence Moi, je propose qu'on démarre avec une question. Parce que, du coup, question très bateau, mais qui va pouvoir dérouler tout le reste. Pourquoi c'est difficile de créer un jeu vidéo, en fait, concrètement? Parce qu'on peut s'imaginer plein de choses, il y a des moteurs de jeu, il y a plein de choses faciles, et puis peut-être qu'on ne pense pas que derrière un jeu, c'est aussi une gestion de projet, et donc on va commencer par ça. En fait, concrètement, vraiment mécaniquement, dans la partie monter sa boîte, monter son studio, c'est quoi, en fait, monter un jeu vidéo? Si tu veux, ouais. Déjà, la question, elle est, j'allais dire, pas complète peut-être par rapport à la thématique, mais c'est intéressant. Ouais. C'est créer un jeu vidéo ou créer un studio qui va faire Non, je parle vraiment créer le jeu, le produit. Pardon, Ok. pas D'accord. créer un jeu, comment est-ce qu'on fait dans la démarche artistique, etc. Je parle vraiment, on a une idée, on fait le truc, mais concrètement, c'est en tant que professionnel, du coup, pas amateur, donc pas en tant que loisir, qu'est-ce que ça représente de créer un jeu vidéo? Ça représente. Il y a déjà une démarche au départ où tu as une vision créative et qu'il va falloir la border par rapport à des réalités de production, de temporalité que tu as, de moyens que tu as ou que tu peux avoir, de sortie de calendrier. Ouais. Comment tu vas piloter une équipe pour avoir les compétences qui vont permettre de le faire. Ouais. Et puis après, il y a plein de choses qui font que ça peut marcher ou ne pas marcher, que tu peux être dans l'air du temps ou pas, que tu as fait un super jeu mais il n'y a pas eu de com dessus, ou des choses comme ça qui peuvent soit faire un banger par accident, soit faire qu'une perle n'est pas vue et que peut-être elle sera découverte dans 10 ans. Donc voilà, il y a plein de paramètres de cet ordre-là. Je pense que mes camarades ont plein d'autres choses à rajouter. Peut-être un des paramètres les plus importants, ça va être le temps de production, en fait. Ouais. Là où, dans des activités commerciales un peu plus traditionnelles, on pourrait dire, de vente d'un produit, tu peux très vite tester le marché. Tu peux très vite te dire, en fait, je lance un produit sur le marché et ça marche un peu et j'étends mon catalogue quand tu vends de l'alimentaire ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de phase de test ou quoi que ce soit, mais dans le jeu vidéo, c'est accru. C'est-à-dire qu'en fait, créer un jeu vidéo, les principales difficultés, c'est que ça réunit des savoir-faire qui sont tellement spécifiques, tellement techniques et d'excellence. La programmation, c'est évidemment extrêmement complexe, la direction artistique, enfin tout ce qui est requis pour faire un jeu. Et évidemment, quand on est une seule personne, typiquement, il faut réunir toutes ces casquettes-là avec un standard de qualité qui est déjà exceptionnel. Donc tout ça, ça allonge le temps de production. Et ce temps de production qui est très long, alors on parle de démo, d'early access, mais jusqu'à arriver à la démo, ça prend déjà des années. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est cette période c'est un diesel, quoi. Ça prend du temps et c'est ça qui est très compliqué, parfois démotivant. Et ce qui fait que parfois il y a des temps de production qui peuvent s'étendre sur 6, 7, 8 ans, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut rajouter un... Ouais, moi je pense qu'il y a un paradoxe là-dedans. De toute façon, le jeu vidéo, ça reste très compliqué parce que c'est plein de métiers différents. Voilà, mais ça, c'est ce qui a été déjà un peu dit. Je pense que le paradoxe, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été aussi simple de faire des jeux vidéo qu'aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui existent, il y a des moteurs. En fait, vous installez Unreal, vous suivez 2 tutos sur YouTube, vous pouvez créer un platformer, vous, chez vous, avec très peu de connaissances préalables. Alors, ce sera pas... Voilà. Et Only Up et les trucs comme ça, par exemple. Ouais, et le distribuer, pareil, c'est 100 € pour le distribuer sur Steam, tu peux le distribuer sur itch.io, donc ça se fait très simplement. Le problème, c'est que par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a 300 jeux qui sortent par semaine sur Steam. Voilà, donc le sujet, c'est pas seulement comment tu crées ton jeu, c'est comment tu crées un jeu suffisamment différenciant, comment tu fais du bruit autour
pour arriver à le vendre. En tout cas, si tu veux vivre de ça, si tu veux faire des jeux pour la passion, bon, bah, ça très bien. Mais si tu veux en vivre, aujourd'hui, il est plus là le challenge, je dirais. Donc gérer la communication, mais aussi la concurrence. Ouais. Et je pense que Bien ça sûr. doit être d'autant peut-être par ton expérience solo justement là-dedans. Tu peux peut-être nous dire un petit peu toi comment tu le vis. En fait, il y a toute la partie aussi business qui va s'ajouter à ça. En fait, Ouais. créer un jeu vidéo, c'est plein de métiers différents. Eh oui. Et à chaque fois qu'on crée une structure autour de ça, on va être peut-être 2, 3, 4. Et en fait, c'est plein de métiers dont les gens vont devoir prendre plusieurs casquettes à la fois pour des choses sur lesquelles ils ne sont pas formés initialement. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve à se dire, oui, mais c'est pas grave, c'est juste, entre guillemets, du développement, c'est juste faire une vision artistique, etc. Et en fait, on se retrouve pied en face du mur, en fait, à se dire, ah mince, en fait, il faut que je fasse du marketing, il faut que je sache parler à des investisseurs, il faut que je sache faire du business. Et en fait, ça, c'est des métiers dans lesquels, généralement, les créateurs de jeux vidéo ne sont pas habitués, ne sont pas formés. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile, en fait. C'est difficile d'avoir toutes ces casquettes à la fois au-dessus de notre tête. Ce qui offre une transition absolument parfaite pour la suite. C'est que, du coup, dans chacun dans vos pôles, mais donc le rôle d'une asso, c'est aussi de faire ce lien, j'imagine, entre un peu les différents corps de métier et différentes approches autour de gestion de projet, finalement, un peu aussi. Enfin, comment vous intervenez, en fait Je me permets, j'amorce, mais typiquement, toutes ces casquettes-là, déjà, il faut savoir qu'elles existent. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Alors là, on parle des solo devs, mais même pour les petites équipes, je veux dire, c'est pas uniquement... Même grandes équipes, j'imagine aussi, non Mais même à 10-15 salariés, tu peux rencontrer des problématiques comme ça. Mais le 10-15, c'est peut-être déjà bien amorcé. Mais en tout cas, pour des petites équipes qui veulent se structurer, ce que nous, par exemple, dans l'Est, on appelle les producteurs émergents. Ouais. Donc en fait, voilà, tu as un projet de jeu, techniquement, tu sais le faire, mais tu sais pas gérer une société autour. C'est-à-dire gérer une marque, trouver les financements, commencer à payer des gens, trouver des prestataires, etc. Toutes les problématiques, toutes les fameuses casquettes que Betty vient de décrire. En fait, il faut déjà les identifier, ces casquettes. Et ça, c'est peut-être une des premières missions des associations régionales, c'est-à-dire de repérer qui y a sur le territoire, de dire, bon, ok, quelles sont tes problématiques et de diagnostiquer en fait les problèmes que rencontrent les studios. Nous, on tombe parfois sur des phénomènes qui arrivent en disant je veux faire un MMO, on est 3. D'accord, Donc, ok. J'ai vu 2 tutos, je sais. Voilà, donc on va rationaliser ça, on va dire faut trouver les finances, etc. etc. Donc déjà, montrer que toutes ces casquettes existent. Ok, ça marche. Et j'ai senti que t'étais parti. Non t'allais... Je peux enchaîner, ouais, avec plaisir. En fait, après, il y a plein de missions différentes. Nous, je pense que chaque association régionale a aussi son positionnement parce qu'on a des histoires, des écosystèmes un peu différents selon les régions. Ouais. Nous, je nous vois beaucoup comme des fédérateurs aussi et comme des structures qui mettent en lien les créateurs entre eux. En fait, en tant que créateur de jeux vidéo et ensuite patron de boîte, parce qu'en fait, les créateurs de jeux vidéo se retrouvent très vite propulsés patron de société, et ça, c'est un truc qui encore une fois, c'est un autre métier. Et c'est un autre métier. Il y a 3 choses hyper essentielles dans le fait de faire partie d'un réseau comme ça. La première, c'est avoir de la connaissance, juste savoir ce qui se passe, c'est quoi les tendances dans l'industrie, c'est quoi les tendances marketing, dans les moteurs, les machins. Tout seul, en fait, c'est pléthorique comme information à récupérer. Donc, pouvoir discuter avec d'autres gens, ça permet déjà de récupérer de l'info plus facilement. Ensuite, il y a vaincre l'isolement. Juste se sentir moins seul dans son métier d'entrepreneur, dans son métier de créateur, se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui partagent les mêmes galères. Même s'ils n'ont pas trouvé les solutions. Juste savoir qu'on n'est pas tout seul, c'est hyper souverain pour la tête et pour le mental. Et je pense qu'il y a une dernière chose, et ça vient sur le plus long terme, mais c'est aussi à terme, quand il y a certaines sociétés qui commencent à rencontrer un certain succès, aller bien, etc., se créer aussi un réseau business qui va pouvoir à terme peut-être permettre d'avoir une presta, peut-être permettre de bosser ensemble sur des coproductions. Voilà. Enfin, je pense que les gens ne se représentent pas assez ce truc-là, mais il y a quand même une notion où quand vous voyez des fois un studio de jeu qui a un jeu à présenter, tout ça, souvent dans les boîtes, en fait, il y a plein d'autres prestats qui ont été faits pour alimenter le jeu, justement. Ça va être pour des gens qui font du graphisme, peut-être dans la pub, pour les gens qui font des jeux, peut-être des aides pour, je sais pas moi, le mode multi d'un truc, un boss de ceci. Complètement. Et donc, du coup, vous vous aidez aussi sur ce genre d'accompagnement-là et de mise en relation, j'imagine, un peu Alors, je pense qu'on a chacun nos réponses différentes, mais oui, déjà, par le fait d'exister, on permet à ces gens d'échanger entre eux. Donc ça, c'est le premier. Et ensuite, on a tous des programmes d'accompagnement un peu différents et variables. Nous, on a un programme de mentoring, mais après, je peux peut-être vous laisser la parole aussi. En tout cas, on met en relation des jeunes studios avec des gens qui ont 10-15 ans d'expérience pour qu'ils les guident un petit peu sur la trace où suivre. Et puis après,
C'est ça. Pardon. Vas-y. J'allais dire, effectivement, on a quand même des vétérans quand même dans l'industrie. Ouais. Alors, dans certaines régions plus que d'autres, forcément. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, justement, de mettre ensemble, de créer des liens entre ces personnes qui ont de l'expérience, qui savent, qui ont déjà essuyé beaucoup de plâtre, parce que finalement, faire un jeu vidéo, c'est essuyer beaucoup de plâtre. Et justement, ces jeunes entreprises qui se disent « Ah, c'est bon, je vais créer mon jeu », mais en fait, qui sont un peu décorrélées, finalement, un peu de la réalité au départ, et qui rattrapent au fur et à mesure. Donc, c'est de créer des systèmes de mentoring, des systèmes également d'événements sur lesquels les personnes peuvent discuter et échanger sur toutes leurs galères. Et puis de redonner un petit peu corps ensemble, monter en compétences ensemble. Parce que sinon, effectivement, si on n'a pas cette espèce d'écosystème un peu bienfaiteur, entre guillemets, c'est vrai que du coup, on se retrouve à être tout seul un petit peu, désolé pour le cliché, mais d'être tout seul dans sa grotte, chez soi. Quoi. En termes d'événements que tu mentionnais, tu penses à quoi, par exemple? Alors typiquement, nous, je sais que dans le Grand Ouest, nous, on a donc Addon, qui est un événement sur 2 jours. Ça permet également aux différentes structures. Donc, quand je dis structure, c'est les freelance, les solo devs et les studios, de se rencontrer, d'avoir accès à des conférences souvent de personnes qui ont de l'expérience, qui viennent des fois un petit peu de France et parfois de l'étranger, justement pour soutenir des sujets très spécifiques, à la fois techniques, mais des fois un peu plus généraux, sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément très à l'aise à la base, typiquement le marketing, le producing, les choses comme ça. Et c'est également le moment pour se rencontrer entre eux. Donc je disais, avoir des rendez-vous B2B, essayer de se dire, du coup, comment je sors mon épingle du jeu et surtout, je ne reste pas tout seul. Il y a vraiment une espèce d'entraide qui va se faire là. D'accord. Et je me permets, on en parlait juste avant aussi, mais typiquement, c'est des événements qui sont aussi importants pour la santé mentale des travailleurs, en fait. Ah oui. Parce que très typiquement, Addon est vraiment un pilier là-dedans, mais c'est-à-dire que c'est des événements où ces personnes-là, en fait, vont se retrouver, partager des problématiques qui frôlent parfois avec le personnel, et justement, des artistes aussi qui se retrouvent pour échanger sur des blocages artistiques, sur des problématiques. Enfin, il y a vraiment, c'est des réseaux d'entraide, mais aussi... Il y a une dimension humaine en plus du professionnel. Absolument, en fait, mais vraiment presque de management d'émotion, pour parler corpo un peu, mais un peu cette logique-là. Et ça, c'est quelque chose qui est super important sur les événements à plus petit scope, avec moins de personnes que les grandes réunions type le Game Camp, qui sont tout aussi utiles, tout aussi machin, mais en l'occurrence, c'est des événements qui ont cette capacité-là aussi de faire réseau. Ah, d'accord. Ça, c'est aussi très important. Ah ouais, très important. Ouais. Et après, en termes d'événements, on peut aussi citer le Game Camp. Alors, on avait un collègue du Nord qui organise le Game Camp, qui ne peut plus être là malheureusement aujourd'hui, mais qui est devenu depuis quelques années le grand rassemblement des entreprises de jeux vidéo en France. Tu le fais, ça? Et Atto y est j'ai eu tous les l'occasion ans. d'en faire quelques-uns et c'est toujours génial. Et nous, à Paris, on a créé la Paris Game Biz aussi l'année dernière, qui est un événement business, dont l'objectif, c'est de faire venir ce qu'on appelle les éditeurs du jeu vidéo, donc ceux qui ont à la fois les financements et à la fois les connaissances en marketing pour vendre les jeux, en face de faire venir des développeurs donc, qui ont la créativité, qui ont le savoir-faire, et leur dire rencontrez-vous, parlez-vous, et peut-être ça va matcher, et on va réussir. Et l'année dernière, typiquement, c'est la première édition, on a eu quelques jeux signés grâce à ça, donc c'est aussi ce type d'action qu'on peut mettre en place. Je vais me permettre juste une parenthèse, parce que je sais que là, on utilise des mots un peu, business, marketing, machin, et c'est des mots, c'est vrai qu'on a du mal dans la communication à associer à la création de jeux, parce qu'il y a un côté un peu... il y a la vision artistique, on fait de l'art, et donc on n'est pas là pour vendre des produits, machin, mais la vérité, c'est que... comme on l'a dit depuis le début, il y a une vraie différence entre faire les choses pour soi, dans son coin, comme on apprend la guitare, on n'a pas forcément envie de faire un concert derrière. Mais pour les gens qui veulent faire des concerts, il y a un moment où il faut vendre des disques. Et du coup, je voulais juste insister là-dessus parce que si vous êtes intéressé de la création de jeux, si vous voulez un jour vous y mettre d'un point de vue professionnel pour en faire votre taf, c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à le vendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce genre d'échange est très important. Et j'espère que sur le chat, vous le sentez, la chance que vous avez, parce que c'est très cool. Pour finir justement sur ce Game Camp, là, par exemple, c'est ouvert à toute personne professionnelle du jeu vidéo ou est-ce qu'il y a peut-être une sélection à l'entrée? Comment ça se passe? Non, il y a un ticket d'entrée et en l'occurrence, c'est ouvert à tous les professionnels du jeu vidéo. Non, quiconque se reconnaît professionnel du jeu vidéo. Par exemple, si dans le chat, il y a un solo dev qui est dans son coin depuis 8 ans et demi, qui se dit tiens, quand même, j'aimerais bien en savoir plus. Absolument. Alors, il peut y aller, mais en 2026, parce que là, pour 2025, c'est il est compliqué. Non, mais c'est un paramètre important à prendre en compte. Déjà, c'est sold out très tôt. Ah oui. Il y a une jauge qui est quand même fiable. C'est un événement qui est l'événement français le plus connu là-dedans. La donne, j'allais dire, en seconde place, bonne place dans une thématique similaire. Tu as un truc qui est important à prendre en compte dans le format, c'est qu'il y a un volet métier, où tu vas avoir des conférences métiers,
qui vont amener de la connaissance, que ce soit sur le dev pur, sur la business, le marketing. Je vais donner quelques noms d'intervenants, mais l'année dernière, on avait des gens de l'Ariane, par exemple, qui sont venus parler de comment ça passait tel ou tel aspect de la production sur Baldur's Gate. Enfin, tu vois, c'est des choses assez fortes. Donc là, tu vas vraiment pouvoir trouver, en tant que professionnel du jeu vidéo, en poste, employé, dirigeant, profiter de ce savoir. Et à côté de ça, il y a un paquet de moments et de facilitations, de rencontres, où tu vas pouvoir soit rencontrer des pairs, soit rencontrer des gens qui sont venus chercher des jeux à éditer, des partenaires qui vont pouvoir t'accompagner dans la distribution de ton jeu à l'étranger, enfin peu importe. Le format est super bien ficelé et permet vraiment de se faire du bien mentalement, trouver des copains sur place, arriver à avoir des gens qui parlent la même langue que toi et qui ont les mêmes problèmes que toi, et ressortir souvent avec plus de matière à potentiellement utiliser dans la production de ton jeu, ou un nouveau contact qui va pouvoir t'accompagner soit sur une compétence, soit sur un marché, pour la suite de ta production, ou de ton projet, ou de ta carrière, quoi. Et juste, si je peux un dernier commentaire en tout cas sur les événements, mais là on décrit le Game Camp. Le Game Camp, c'est peut-être l'événement le plus holistique. Vraiment, il réunit tout. C'est l'événement phare. Mais en fait, chaque association a en général son événement. Voilà. Paris Game Biz, Adon, on attend toujours un big événement à Montpellier, mais toute l'année. Game Only, il y a le Game Only Day, nous on a l'Indie Game Contest, donc en fait il y a toute il y a une complémentarité, et on en discute entre nous pour que ces événements aussi répondent à des besoins différents, pour pas qu'il y ait un Game Camp dans chaque région. C'était un peu une question que je voulais poser, je ne sais pas si c'est touchy ou pas, mais est-ce que quelque part, vous représentez donc des régions qui sont aux quatre coins de la France? Est-ce qu'il y a quelque part une petite concurrence entre vous, une petite compétition de à qui fera les meilleurs systèmes d'aide, tout? Ma région, c'est la meilleure, mais je crois pas. Voilà, ce genre de choses. Non, là-dessus, je pense qu'il y a un point qui est très important à comprendre, c'est une industrie qui est... voir l'industrie à l'échelle d'une région, c'est compliqué sur le jeu vidéo. Il y a des enjeux locaux, on est soutenus tous et toutes par des politiques territoriales, et c'est normal de défendre son territoire par certains aspects pour l'implantation de structures, pour avoir les bonnes compétences, pour la facilitation de tel ou tel type de développement sur place. Voilà. Il y a des caractéristiques propres aux régions aussi. Paris, capitale, n'a pas la même caractéristique qu'on va retrouver dans le Grand Est ou en Occitanie. Et donc, on a quelques enjeux territoriaux. Sur les aides locales, évidemment qu'on a des choses fortes qui sont câblées sur la typologie des studios qu'on a localement aussi. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des sujets croisés, connexes. Et plutôt que de faire des redondances de dispositifs similaires partout, d'événements qui se ressemblent, etc., on a un vrai fluide d'échange entre les assos. Communication. Ça permet à la fois d'arriver à les bonnes personnes qui viennent présenter. Tu vas avoir des acteurs du Grand Est ou d'Occitanie ou du côté dentais qui vont venir parler au Game Camp, par exemple, de tel ou tel sujet qui concerne tout le monde. Tu as des facilitations pour les gens des associations qui sont rapprochés des associations de réseau pour accéder à ces événements. L'idée, c'est d'arriver à faire ensemble un truc cohérent sur un programme d'une année, on va dire, pour éviter de trop morceler. On n'est pas 300 000 employés du jeu vidéo en France. Donc, tout à fait. Tu vois, on est sur une dynamique où vaut mieux mutualiser un certain nombre de choses. Vaut mieux se serrer les coudes, quoi. C'est l'idée qu'il y a derrière. Ouais. Je pense qu'on a une chance aussi incroyable, c'est qu'on est dans une industrie. On l'a dit, alors certes, il faut arriver à vendre son jeu, il y a du marketing, il y a du business, il y a tout ça, mais ça reste une industrie de gens créatifs qui sont avant tout là pour faire des jeux parce que c'est des passionnés, dans l'ensemble en tout cas. Bref. Il y a des exceptions comme partout. Mais ce morceau de réalité en pleine face, c'était très drôle. Et du coup... Ça tombe bien, j'ai une question pour ça. Et surtout, comment dire, quand on crée un jeu, on le vend à l'échelle internationale immédiatement. On ne le vend pas à l'échelle de la France, on ne le vend pas à l'échelle locale. Donc on n'est pas en concurrence avec son voisin, à moins d'être sur exactement le même type de jeu. J'ai décidé de faire un RPG tactique qui se passe dans l'espace, voilà. À moins que le voisin fasse exactement la même chose, on n'est pas en concurrence pour vendre nos jeux ensemble. Donc on a tout intérêt à s'entraider et pas à se tirer dans les pattes. Et ça, c'est un truc qu'on fait aussi très bien entre nous au niveau des assos régionales. On est beaucoup plus dans le soutien et l'entraide que essayer de tirer la couverture vers soi. Et on a tout intérêt à ce que nos partenaires d'associations régionales acceptent nos fournisseurs, à leurs clients. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on parlait d'entraide tout à l'heure sur les studios. Il y a des coproductions entre un studio de Montpellier, un studio de Lyon, entre un studio de Rennes et puis un studio à Strasbourg. En fait, tu as tout intérêt aussi à créer ces ponts-là pour que nous, nos studios derrière, puissent dire il me faut du QA, est-ce que quelqu'un est expert sur ce moteur-là, est-ce que quelqu'un fait du sound design de ce style-là, et du coup, nous, on a les ponts pour envoyer ça. Donc non, il n'y a pas de concurrence de ce côté-là. Alors, je me permets une question qui est peut-être un peu directe. Encore une fois, si je vais trop loin, vous me dites. On a plus beaucoup de temps. Je pense qu'on est sur une chaîne Twitch de droite, vous le savez, et je pense que c'est important
des fois de parler d'argent. Malheureusement, c'est important, c'est aussi la réalité. On a parlé du côté social, les événements, les échanges, voilà, comme tu dis, et tout. Mais d'un point de vue financement pur, quelqu'un arrive et dit, moi et mes mots à 3 personnes, j'ai quand même un peu besoin de 200 000 euros. Est-ce qu'on peut compter sur des aides de l'État, des aides régionales? Est-ce que c'est aussi dans vos activités de tous les jours de conseiller d'un point de vue vraiment purement financier, finalement Alors, je me permets, sur la partie conseil là-dessus, tu as plusieurs niveaux. On travaille, on a des échanges avec le CNC pour ce qui relève du fonds d'aide aux jeux vidéo au niveau national. Très intéressant. On a des travaux, chacune de nos régions va développer une relation aux institutionnels locaux, les régions, les métropoles, pour arriver à monter des fonds de soutien propres à ces studios locaux, parce que c'est l'intérêt des institutions locales, en fonction de la taille du vivier, de ce que tu as sur ton territoire, des typologies, etc. Donc tu as vraiment un travail de cet ordre pour arriver à combattre et à défendre, combattre pour et défendre ces budgets d'une année à l'autre, parce que l'argent public est quelque chose d'assez compliqué, donc c'est une partie de l'exercice. Mais on a aussi une dynamique, nous par exemple, du côté de Push-Start, on va avoir un développement d'incubateur base sur lequel tu prends très tôt, donc tu peux te rapprocher de problématiques de petits studios qui peuvent aller jusqu'à Centfol, pour citer Centfol parce que c'était facile, mais qui a fait partie de l'incubateur. Donc tu vois, le scope, il part vraiment large. On est à un moment donné aussi confronté à la réalité de il faut aller chercher de l'argent privé, pas que public. Donc comment on va discuter, comment on équilibre tout ça, comment on va acclimater aussi, acculturer, je dirais, des banques à s'intéresser à ces productions qui parfois sont un peu petites, risquées et pas sous leur radar. On peut discuter avec la BPI pour citer que cet acteur-là, mais il y en a d'autres qui sont privés-publics pour arriver à avoir la meilleure articulation possible entre les réalités de financement des structures de taille petite à moyenne, l'enjeu du risque, des temporalités et le besoin malgré tout d'un certain volume financier pour arriver à aller jusqu'au marché. Il y a plein d'étapes pour arriver jusque-là, mais ce qui est une difficulté, mais on est sur un territoire, je pense sur la France, où il y a quand même des échanges là-dessus. On ne sera jamais content parce qu'il n'y aura jamais assez de thunes, mais factuellement, on a quand même, je pense, toutes et tous, une dynamique très axée sur les réalités des besoins des studios là-dessus, et des réalités politiques il faut que ça colle aussi à des enjeux publics cohérents. Bien sûr. Il y a Pardon, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, et du coup, en fait, c'est vraiment, pour les assos, notre travail, en fait, de pouvoir conseiller justement sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que, du coup, les jeunes studios peuvent aller grappiller un petit peu de l'argent par-ci, par-là, en sachant que, effectivement, c'est ce que tu disais, il y a il y a tout un côté politique, forcément, pour que les régions nous suivent. Alors, certaines régions ne nous suivent pas, merci Pays de la Loire, mais voilà, au passage. Ça dénonce aussi. Mais c'est bien, c'est bien. Mais la culture, tout ça. Mais oui, c'est comment on crée cet écosystème pour que ce soit plus simple justement d'accéder à cet argent qui effectivement existe, mais sur lequel il faut forcément se battre. Et effectivement, c'est aussi les banques, les levées de fonds, etc. Donc c'est un gros travail à ce niveau-là. Et tu as accompagné des créateurs là-dedans qui, on l'avait dit tout à l'heure, Oui, ils sont venus faire un jeu à la base, ils n'ont pas pensé à tout ça. Et peut-être un petit mot pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse et qui se projettent là-dedans. Il y a pas mal de dispositifs de subvention publique qui existent en France, ça c'est très chouette. Par contre, ils sont tous soumis à la même règle. C'est que pour chaque euro de subvention, vous devez arriver avec 1 euro de privé en face. Donc c'est-à-dire soit avoir de l'argent vous-même, soit trouver un financeur qui va le faire. Donc à un moment donné, quoi qu'il arrive, il faut passer par le stade levée de fonds, investisseurs, c'est la quasi-totalité en tout cas de dispositifs. Éditeurs, etc. Ouais, donc les jeux woke qui palpent l'argent public à plus savoir quoi en foutre, ça c'est un mythe. On lâche l'affaire tout de suite. Le premier débunkage du week-end est fait. Et à ce sujet, justement, il y a Exerve qui vient de sortir hier une vidéo justement sur les aides publiques en prenant le cas Sandfall. Justement, c'est une petite demi-heure dans son format un peu de contexte. Et justement, ça permet d'avoir de la création du jeu, de l'aide à l'écriture jusqu'à la fin. Il fait un peu le portrait de comment est-ce qu'on finance un jeu aujourd'hui. C'est une bonne vidéo de synthèse. Il a les liens en description pour aller un peu plus loin. Mais ouais, ça, c'est quelque chose évidemment de très important, quoi. Pardon, vas-y. J'ai juste un petit mot aussi, mais parce que évidemment, ce déclenchement-là, de commencer à avoir ses premiers sous pour du coup 50-50, tu veux 100 000 euros, faut mettre 100 000 euros en face. Évidemment, c'est compliqué. Nous, à Easy Games, on a un peu cette stratégie-là. On s'est dit, bon, dans l'Est, il y a un peu des galériens, il y a un peu des producteurs qui sont en difficulté pour mettre ce premier rapport, donc comment est-ce qu'on les aide? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a pas mal d'artistes-auteurs, d'illustrateurs, de gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément formés en école de jeux vidéo et qui ont d'autres stratégies, qui ont d'autres expériences. Ils font de la médiation. Ils vont dans des écoles former des jeunes gens à faire des jeux vidéo, etc. Et donc, ils palpent un peu comme ça. Alors bon, c'est les budgets de la culture. Donc, voilà, avec l'interdiction du pass culture, en tout cas le gel des aides, c'est compliqué. Mais ça permet de faire des revenus d'appoint.
Et nous, nos stratégies en général, alors peut-être nous, c'est une spécificité du Grand Est, hein, voilà, en voilà une, mais c'est qu'on a tout un discours sur justement ouvrir les perspectives des studios pour pas qu'ils jouent au bandit manchot. Ça n'est plus possible aujourd'hui de se dire je vais faire un jeu, ça sera le meilleur, j'attends 5 ans, je me saigne, et ensuite j'appuie sur la machine. Oups, il s'est pas vendu, t'as tout perdu. Donc en fait, il faut trouver des moyens alternatifs de faire de la presta pour l'industrie, de bosser avec le cinéma, de faire de la motion capture, en fait, de faire de la prestation pour d'autres secteurs, et notamment le secteur artistique, D'accord. faire de la médiation, des choses comme ça. Donc c'est des moyens de Très financement, intéressant. on n'y pense pas trop, mais en fait, nous, notre boulot, c'est aussi d'ouvrir les perspectives de nos studios, qui sont en mode Steam. Enfin, à mon sens, c'est Ah ouais. un axe très important, quoi. Très intéressant. Puis on aura de toute façon l'occasion de revenir sur chacun d'entre vous, sur vos actions dans le week-end. Oui, il y a plusieurs Tu veux créneaux. enchaîner? Ouais, alors on a peu de temps malheureusement, et il y avait une question intéressante. Donc on va quand même la poser, même si elle va devoir être un peu plus rushée que Ouais. ce qu'on aurait dû. Mais parce que voilà, on entend tout et n'importe quoi sur l'état de l'industrie, parce que voilà, beaucoup de gens s'expriment sur ce que devient l'industrie du jeu vidéo, dans le sens où voilà, est-ce qu'on est dans une crise du jeu vidéo? Oui, non, tout le monde donne un peu son truc. Vous, vu de l'intérieur, en fait, comment est-ce que vous situerez les choses, peut-être par rapport à il y a quelques années? Alors j'imagine que le Covid, c'était l'Eldorado, parce que tout le monde a été, on va dire, bien amené à découvrir le jeu vidéo d'une manière ou d'une autre, ou le retrouver. Et ouais, du coup, aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est une période très difficile pour se lancer dans la création de jeux? C'est plutôt un frein, il y a plutôt des leviers intéressants Alors, je vais- On a 2 heures pour répondre. Ouais, c'est ça. Alors, on me dit à l'oreillette à peu près 6 minutes. Ouais, à peu près 6 minutes, donc bon courage. Mais je vais juste donner des chiffres un peu pour se Ouais, rendre compte. vas-y. Et du coup, donc, Atlan Games, c'est ce que je disais, c'est Grand Ouest. L'année dernière, 2024, on avait 86 structures adhérentes. Ok. Pour à peu près, on est des petites structures, donc on avait à peu près 250 salariés au total sur ces structures-là, parce qu'on a des freelances, des solo devs et à côté, effectivement, des studios. Cette année, on est plutôt sur une 60aine. Ok. Pour 180 à peu près salariés. Mhm. En sachant que pourtant, il y en a certains qui ont qui ont tué leur boîte pour pouvoir refaire d'autres choses derrière, Ok. et qu'on a quand même quelques nouveaux qui arrivent. Ça permet de donner un petit peu un ordre d'idée de comment s'est passé 2024. Ouais, Et ouais, ouais. oui, ça a été, c'est compliqué. À l'heure actuelle, Ouais. c'est très compliqué. Et du coup, c'est quoi? C'est que vous voyez aussi de l'intérieur peut-être des studios où ça enchaîne les fermetures, les machins et tout Beaucoup de comme ça, enfin. fermetures, Ouais. effectivement, là, effectivement, très peu d'éditeurs qui Ouais. investissaient également, parce qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on a parlé des investissements, du CNC, des aides, etc., mais on n'a pas forcément parlé des éditeurs. Et c'est vrai que ça, à l'heure actuelle, effectivement, il y a vraiment un problème pour financer sur des structures, en tout cas, qui sont extrêmement petites, ce qui est notre cas chez nous. Ouais. De pouvoir financer de manière pérenne, effectivement, une production de jeu qui va faire 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais qui en Ça plus commence à est être long compliqué. généralement, donc Ouais. c'est pas que. Ok. Je En sais pas fait, si vous- Il y a un mirage qui casse, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt derrière, qu'on voit le chiffre d'affaires global du jeu vidéo monter après année, donc on se dit le gâteau est de plus en plus grand, donc devrait être en plus grand pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que cette croissance, elle est beaucoup conduite par en fait quelques titres, par en gros GTA, FIFA, voilà. Et quelques jeux mobiles habituels. Fortnite, quelques jeux mobiles, etc. Il reste, nos adhérents font principalement du jeu indé, AA pour PC console. On a quelques adhérents mobiles aussi, mais ils sont dans la plupart des régions minoritaires. En fait, ce créneau-là, il y a toujours une belle manne financière derrière et beaucoup de joueurs intéressés pour jouer à ce type de jeu. Mais ça revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire 300 jeux par semaine qui sortent sur Steam. Et en fait, même les éditeurs historiques sur ces créneaux-là, pas tous, mais beaucoup ont du mal aujourd'hui à vendre des jeux et sont eux-mêmes en difficulté financière. Donc les studios indépendants aussi. Et c'est sûr que c'est une situation un peu compliquée pour tout le monde, liée à probablement trop d'offres sur le marché aujourd'hui, quoi. Je pense aussi qu'il y a eu est-ce qu'il y a une difficulté sur l'industrie? Oui. Est-ce que on a des studios qui ferment aussi parce que ils ont eu plusieurs années à ronger leur trésor et puis en fait au bout d'un moment, ça ne transforme pas, ça ne signe pas, ils n'ont pas forcément trouvé de prestat complémentaires, etc. Ils ont perdu, ils étaient 4 et puis il y en a un qui a trouvé un boulot pour survivre par exemple. Et ça c'est bête, c'est la vie d'un studio, mais parfois ça te tue la baraque en fait. Ouais. C'est le jeu. Hein. Mais d'un autre côté, il y a aussi, mine de rien, des éditeurs qui ont des catalogues à remplir. Donc qui se retrouvent à devoir aussi re-signer les deals. Les conditions ont changé, mais il n'empêche que ça reste une réalité qu'il y a des possibles. Et on a aussi, je pense, peut-être qu'il y a eu, je ne veux
le terme est un peu dur, mais une forme de gabegie de thunes à un moment donné, beaucoup d'argent qui arrivait, et sur des structures qui n'étaient pas habituées non plus à se structurer comme ça, pour parler des plus petits en tout cas, et des plus indies. Donc il faut s'approprier ce genre de fonctionnement, tu te retrouves avec des processus pas forcément optimisés et tout. Je pense qu'on commence à voir arriver aussi des structures qui, avec pas forcément énormément de monde, pas forcément énormément de moyens, produisent de belles choses et que ça peut changer un peu la dynamique de ce qu'on verra et la façon dont on va avoir ces réalités financières. Malgré tout, et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour les soutiens sur la partie publique et qu'on essaie d'accompagner les studios à bien prendre en considération la façon dont ils structurent leur budget en amont et dont ils vont pouvoir survivre dans la durée au-delà de leur jeu en soi. Parce que même si ça change, ça prend du temps, il faut acculturer tout ce beau monde et voilà. Donc il y a des difficultés, mais on reste sur un marché qui est porteur, qui est la plus grosse industrie culturelle et créative mondiale de loin, et avec beaucoup de gens qui consomment de tous les âges, de tous les pays. C'est énorme le nombre de personnes sur la Terre qui consomment. Même s'il y a beaucoup de productions qui sortent, il y a quand même plein de ces productions déjà qui ne touchent pas à public, parce que dans le volume, comme c'est très facile de produire, et puis il y en a plein qui n'ont pas pour volonté non plus de faire un banger multi-seller d'entrée de jeu, tu vois. Oui, le fameux truc, ça va coûter très cher. Mais il y a eu une phase difficile pour répondre à ta question, et je pense que, analyse personnelle là tout de suite, on n'en est pas sorti, même s'il y a des tendances qui se dégagent, des gens qui se remettent un peu d'aplomb, des structures qui ont revu leur façon de fonctionner, etc. D'accord, ok, ça marche. J'ai un commentaire justement là-dessus assez rapide, mais typiquement, tu disais faire tenir la baraque. Et en fait, ça, c'est une obsession aussi des associations régionales, ce qui peut, vu de l'extérieur, parfois, on peut avoir ce côté, on pense qu'au pognon. C'est vrai. Mais. Moi, ça m'a permis. Mais malheureusement, ça fait partie de l'écosystème. Mais en fait, le point de vue, je crois, qu'on partage, c'est que typiquement, il faut aider les gens à gérer des boîtes qui produisent des jeux vidéo et pas aider des projets de jeux vidéo. C'est-à-dire, évidemment que nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Enfin, c'est pour beaucoup de nous, c'est une passion, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on accompagne parfois des studios, ils sortent leur premier jeu, ils sont en mode c'est bon. Ben non. En fait, il faut déjà amorcer la pré-production du suivant, il faut commencer à penser au moins... Quel est le cas de figure où ça se plante ? Non, mais ça ira. Non. Il faut les accompagner là-dessus. C'est-à-dire qu'on aide des producteurs et des productrices de jeux vidéo. On n'aide pas des jeux vidéo. Et donc, en fait, il faut avoir cette logique de tenir la baraque. C'est OK, tu fais quoi dans ta baraque ? Ça, c'est pas notre affaire. On aime bien, mais faut tenir la baraque. Et donc, c'est aussi cet enjeu-là. Et pourquoi le pognon, c'est évidemment aussi central et les questions financières nous obsèdent, etc. On pourrait avoir des préoccupations un peu différentes. C'est que, à mon sens, ce qui peut parfois rebuter les solo devs de tout ça, c'est des affaires de pognon, je sais pas si j'en fais mon métier et tout. Je crois que la manière dont on envisage justement cette gestion-là, l'idée, c'est d'accompagner pour que tout le monde puisse avoir de bonnes conditions de travail et des conditions de prévisibilité aussi sur l'avenir, de se dire, OK, j'ai 3 ans qui sont assurés, 3 ans qui sont financés, de l'argent public qui me permet de minimiser le risque. Et en fait, bon, si on ne s'empare pas de cette question, on les laisse au rire de droite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, voilà, avoir une bonne gestion de société, c'est pas simplement devenir corpo, fumer des gros cigares et mettre des cravates. C'est juste s'emparer de ces moyens de production, quoi. Voilà, j'ai des mots qui devraient m'échapper. Mais non, c'est très clair. C'est très clair. Je pense que le chat a très bien compris aussi. Merci beaucoup. Merci. Quels sont c'est passé beaucoup trop vite. Malheureusement. Un petit mot de la fin quand même, peut-être. On va commencer par toi, peut-être. Ouais, effectivement, on a parlé de plein de choses. J'encourage les gens à aller voir ce que font les régions aussi en termes d'incubation, parce que c'est des sujets qui sont très importants. On a Montpellier Game Lab du côté de Push-Start, mais on va retrouver la Pleine Image du côté de Gaming, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. On va retrouver Let's Go du côté de Lyon, les programmes de mentorat de Paris. Voilà, il y a de Capital Games, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Venez voir vos assos tôt. C'est la meilleure façon de ne pas être coincé dans un angle et de pouvoir plus rapidement voir les options qui sont les vôtres. Et si nous, on voit des mines, on vous dira où pas mettre les pieds. Et dans tous les cas, ce sera plus sympa de faire ça avec des copains. Bon. Et peut-être, dernier mot, nous on est représentants, mais on est des assos. Les assos, elles sont gouvernées par des studios, par des entrepreneurs et des entrepreneuses du jeu vidéo. Donc si demain vous devenez entrepreneuse du jeu vidéo, engagez-vous aussi dans vos structures régionales. C'est important pour le bien-être de tout le monde. Adhérez, montez au bord. S'impliquer. Et vous aurez évidemment toutes les infos. Comme Betty d'ailleurs, qu'on remercie d'être là. Oui, effectivement. Merci beaucoup. C'est cool d'avoir une personne de board avec nous. C'est vrai. Betty, le mot de la fin, c'est parti. Coup de pression. N'oubliez pas que c'est malgré tout, on est des créateurs, mais effectivement, monter une boîte, c'est plein de hautes casquettes et que faut se faire entourer, faut savoir ce à quoi vous vous attendez et
Et je pense que ouais, clairement, les clusters, les assos, elles sont là pour ça. Et donc, n'hésitez pas, effectivement. Super. Renseignez-vous, on existe. Et puis, typiquement, moi, j'étais toute seule dans ma grotte en Vendée. Et finalement, l'asso m'a attrapée et je me suis retrouvée. Eh ben écoute, bonne continuation à toi et à tout le monde, hein, bien sûr. On vous reverra certains pour d'autres tables rondes de toute façon. On aurait pu faire cette table ronde de 3 heures, ça va de soi. Comme à chaque fois sur c'est Explain. comme à chaque fois Games Mini France de toute façon. On va enchaîner avec une autre table ronde d'ailleurs. Ouais, autre table ronde, du coup, et je serai en compagnie de Trinity. On va parler de comment créer un jeu de manière peut-être un peu éco-responsable, ce genre de choses-là. Éco-responsable. Ça va être assez fascinant comme sujet. Et encore une fois, on aura évidemment tout le loisir de poser plein de questions. Il y aura quelques minutes entre les deux, le temps qu'il y ait les switches, les micros, la technique et tout. Donc restez toute la journée jusqu'à 22h, 23h ce soir. 23h et Voilà. 23h. Merci beaucoup d'avoir